Le monde entier s'incline devant leur génie, les stades hurlent leur nom, mais quand vient l'heure de la couronne, le silence se fait. Pourquoi le football ? Ce sport qui se dit universel refuse-t-il obstinément de poser la couronne sur la tête de ceux qui pourtant le font vibrer ? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une injustice isolée. C'est la mise en scène d'une hiérarchie où le talent africain est utilisé pour écrire l'histoire, mais jamais pour en être le maître. Aujourd'hui, je vous raconte la vérité que personne ne veut nommer d'un théâtre parisien jusqu'à un village sans électricité du Sénégal. Une même blessure traverse les générations, se transmet de pied en pied, de regard en regard, sans jamais trouver de réparation. Suivez ce fil, tendu comme une corde de guitare prête à rompre. Il commence sous les lustres dorés d'une capitale européenne et il finit dans la poussière rouge d'une terre que personne, à Paris, n'a jamais pris la peine de regarder. Tout a commencé un soir de décembre 1995, le Libérien George Weah monte sur scène sous les ors de l'Opéra de Paris. Le monde entier a les yeux rivés sur lui. À cet instant précis, dans les rues de Monrovia, de Lagos ou de Dakar, des milliers d'enfants courent en criant son nom, pieds nus sur le bitume brûlant, comme si leurs cris pouvaient traverser l'océan. Ils croient, avec l'innocence de ceux qui n'ont rien, que la porte est enfin ouverte, que désormais le génie africain aura toujours sa place sous cette lumière-là. Georges serre le trophée contre sa poitrine. Il sourit, et pour la première fois, le ballon d'or semble avoir une âme. Mais ce qu'il ne sait pas, ce que personne ne veut voir ce soir-là, c'est que cette lumière ne sera qu'une parenthèse étincelante dans une nuit qui va durer 3 décennies. Une exception que le destin, ou peut-être ceux qui tiennent les cordes dans l'ombre, ne laissera plus jamais se produire. Weah rentre dans son pays, ravagé par la guerre civile, avec, dans les bras, bien plus qu'un trophée doré. Une preuve vivante, brandie devant tout un continent, que rien n'est impossible quand le talent rencontre la rage de vaincre. Il ne sait pas encore que cette preuve deviendra, des décennies durant, une anomalie statistique qu'on commentera avec amertume, plutôt qu'un commencement glorieux. Puis vient l'histoire de Samuel Eto'o en 2010. Le Camerounais n'est plus un joueur, il est devenu une force de la nature, une tempête à visage humain. Avec l'Inter Milan, il est partout sur le terrain, il court, il tacle, il marque, il guide ses coéquipiers comme un général sur un champ de bataille où chaque centimètre compte. Il réalise le triplé historique, un exploit qui semble sortir d'un rêve d'enfant. Mais quand vient le moment de la reconnaissance suprême, alors qu'il a littéralement dominé le monde du football cette année-là, son nom s'efface de l'estrade comme une erreur d'impression qu'on corrige discrètement. Samuel, le regard fixé sur le vide, comprend ce soir-là que le mérite a ses limites invisibles, ses frontières qu'on ne franchit jamais vraiment. Il se tient là, dans son costume impeccable, mais à l'intérieur quelque chose se fige et se durcit pour toujours. Ce n'est pas la tristesse, c'est la lucidité froide de celui qui réalise qu'il vient de donner sa vie pour un rêve dont les règles changent dès qu'il s'approche trop près de la victoire ultime. Lui qui, enfant, a quitté sa mère à 13 ans pour traverser un continent entier avec une simple valise et une promesse silencieuse gravée au fond de lui, lui qui a encaissé les insultes des tribunes, les jets d'objets, les cris de singes sans jamais baisser la tête ni quitter le terrain, comprend cette nuit-là qu'on peut tout donner, absolument tout, et ne recevoir en retour qu'un silence poli et glacial. Puis le silence se fait autour de Didier Drogba, en 2012. Alors, le stade de Munich est en feu, une marée rouge et bleue hurle son nom dans la nuit bavaroise. Didier s'avance vers le point de pénalty qui peut changer l'histoire, le sien, et celui de tout un peuple. Ses pieds sont lourds comme du plomb. Ses poumons brûlent, il porte sur ses épaules non seulement les couleurs de Chelsea, mais aussi le poids de chaque gamin qui, dans son quartier d'Abidjan, attend un miracle devant une télévision empruntée. Il marque, le monde explose de joie. Didier tombe à genoux, les bras en croix, les yeux levés vers un ciel qui, pour une fois, semble lui répondre. Il a touché les étoiles de ses propres mains. Quelques mois plus tard, le verdict tombe comme une sentence sans appel, Didier est écarté du podium. Il ne s'exprime pas publiquement, il ne se plaint pas, il ne réclame rien. Il se contente de regarder ses mains calleuses, qui ont construit une légende vivante, et il accepte le silence qu'on lui impose, avec la dignité tranquille des rois déchus. Il sait que, peu importe la hauteur de son vol, le sol lui sera toujours rappelé avec une cruauté froide et méthodique. Cet homme qui, des années plus tôt, avait suspendu une guerre civile le temps d'un appel télévisé poignant, cet homme devant qui des soldats avaient véritablement déposé les armes, n'obtiendra jamais ce bout de métal doré qu'on distribue, chaque année, à d'autres noms plus familiers. Vient enfin le tour de Sadio Mané, l'enfant de Bambali, ce village sénégalais sans électricité stable, où les nuits tombent dans une obscurité totale, et où les rêves, pourtant, refusent obstinément de s'éteindre. Il a grandi pieds nus sur une terre battue, craquelée,
impitoyable, qui ne pardonnait aucune erreur de placement, dribblant des cailloux et des bouts de tissu noués, faute de pouvoir s'offrir un vrai ballon de cuir. Son père, homme profondément pieux, le voyait imam plutôt que footballeur, et chaque soir, le débat familial reprenait. Intransigeant. Alors Sadio a fugué. Seul, sans argent, sans certitude d'être seulement remarqué un jour, il a quitté la maison familiale en pleine nuit pour rejoindre un centre de formation à des centaines de kilomètres, porté uniquement par cette conviction tenace qui brûle dans le ventre de ceux qui n'ont strictement rien à perdre et tout à prouver. Il n'a rien oublié de la faim qui tord l'estomac, du manque qui ronge, des nuits entières où l'on doute de tout sauf de soi-même. Il a tout sacrifié sur l'autel de ce rêve. Sa famille, sa tranquillité, son enfance même. En 2019, il porte Liverpool sur le toit de l'Europe entière. Infatigable, généreux jusqu'à l'épuisement, décisif dans les moments où tout semble définitivement perdu. Il est l'homme de tous les combats, celui qu'on regarde quand le match bascule. Chaque match est une offrande silencieuse à son village, à sa mère, à ce père qui a fini par comprendre. Et quand les résultats du vote arrivent, quand on lui préfère d'autres noms, pour des raisons qui semblent échapper totalement à la logique pure du terrain, Sadio reste digne. Il sourit toujours, ce sourire désarmant qui ne triche jamais. Mais ce sourire, c'est le sourire de celui qui a compris depuis longtemps que dans ce théâtre-là, le script est écrit ailleurs, par des mains qui n'ont jamais foulé la terre rouge de Bambali, qui n'ont jamais connu la faim qui réveille en pleine nuit. Il rentre chez lui. Il construit un hôpital flambant neuf, là où sa mère, jadis, n'avait nulle part où se faire soigner correctement. Il construit une école moderne, là où lui-même n'a jamais eu de pupitre digne de ce nom, ni de cahier neuf, ni de stylo qui ne soit pas emprunté. Et il continue de jouer, encore et encore, non plus pour la reconnaissance fragile des autres, mais pour la vérité brute et inébranlable de son propre cœur, pour ce village entier qu'il a vu naître, pieds nus, dans la poussière, et qui le regarde aujourd'hui marcher, tête haute, parmi les plus grands du monde entier, couronne ou pas couronne, statuette ou pas statuette. Ces hommes ne sont pas des victimes qu'il faudrait plaindre du bout des lèvres. Ce sont des géants absolus qui ont marché, tête haute, dans un monde construit à l'échelle de nains. Ils ont tout donné, jusqu'à la dernière goutte de sueur, jusqu'à la dernière fibre musculaire, sans jamais demander leur reste, sans jamais quémander une miette de reconnaissance. Ils ont porté leur continent entier sur leurs épaules fatiguées, ils ont fait pleurer des millions de personnes de joie pure dans des salons sans électricité. Et ils ont tracé une route que personne, absolument personne, ne pourra jamais effacer de la mémoire collective. Le reste n'est qu'un détail dérisoire dans l'immensité de cette histoire. Car ce qu'ils n'ont jamais compris, ceux qui votent, ceux qui décident, ceux qui distribuent les honneurs depuis leur bureau climatisé, c'est que le football n'est pas une affaire de trophées poussiéreux exposés sous une vitrine. C'est une affaire de sang, de sueur et d'âme arrachées à la terre elle-même. Ils pensent nous humilier en nous privant de leur métal précieux, mais ils nous ont offert, sans le vouloir, bien plus encore. Ils ont gravé nos noms dans l'éternité de ceux qui ont tout conquis sans jamais avoir besoin de leur bénédiction. Chaque but, chaque dribble fulgurant, chaque exploit de ces génies africains est une gifle magistrale infligée à un système qui, malgré tout son pouvoir et toute sa façade dorée, ne pourra jamais éteindre la flamme qui brûle sur ce continent. Le trône véritable n'est pas à Paris, sous des lustres froids. Il est dans le cœur de chaque enfant qui, à cet instant précis, rêve éveillé de dépasser ses légendes, de courir plus vite qu'elles, de marquer plus fort qu'elles. L'Afrique n'est plus une invitée tolérée au bord de la table. Elle est devenue le centre absolu de gravité du football mondial. Et le monde entier, qu'il le veuille ou non, qu'il l'admette ou non, sous ses lustres dorés, sera tôt ou tard obligé de s'incliner devant cette vérité incontournable. L'histoire est en marche, irréversible, et elle ne s'arrêtera plus jamais.